Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Je voudrais bien entendu revenir sur les événements d'hier, c'est-à-dire du 24 juin 2023 en Russie, mais dans une perspective un peu différente, même par rapport à d'autres auteurs du Courrier des stratèges et en général euh, par rapport au débat tel que j'ai pu l'observer jusqu'à présent. Et ce parce que j'ai un biais méthodologique qui s'est déjà amplement illustré, par exemple, lorsqu'il est question de comprendre le rôle, ou plus exactement d'apprécier le rôle, c'est-à-dire l'importance personnelle individuelle de la figure Poutine au sein du régime russe. Comme ceux qui me suivent ont déjà pu le remarquer, je ne suis pas un partisan de l'individualisation, de la personnalisation à outrance et de la psychologisation de l'analyse politique et historique. Comme on pouvait s'y attendre, dans la situation actuelle, c'est-à-dire confronté à ce qui passera peut-être à l'histoire sous le nom de soulèvement Prigogine, de même, je ne vais pas chercher à faire, en plus à chaud, de l'histoire, disons, conspirative et psychologisante. C'est bien ce que la plupart des commentateurs actuellement, peut-être même tous, font. Donc on se demande quel accord secret peut bien avoir Prigogine avec Poutine, Prigogine avec les Ukrainiens, Prigogine avec les Occidentaux, qui a été payé combien par qui. D'ailleurs, même les acteurs sur place euh, rejoignent ce débat, c'est-à-dire organisent leur propre spectacle politique dans les termes de ce débat, hein. Je renvoie notamment aux images qui ont circulé, diffusées par les loyalistes, par le Kremlin, sur des caisses de cash retrouvées à proximité de bureaux d'Evgeny Prigogine à Saint-Pétersbourg. Je ne suis absolument pas en train de dire que ces caisses de cash n'existent pas, ni même que l'hypothèse selon laquelle ce serait l'argent d'Evgeny Prigogine de Wagner me semblerait hasardée ou improbable. Au contraire, moi, je n'ai jamais soupçonné Evgeny Prigogine d'activité philanthropique et j'imagine aussi que il doit pas souvent payer par carte bancaire, notamment les armes, etc. Donc, pour moi, l'existence de ces caisses de cash n'a absolument rien de surprenant. Tout comme je ne verrai absolument rien de surprenant à ce qu'on découvre, par exemple, dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, les procès-verbaux de discussions qu'il aurait tenues avec des représentants des services occidentaux, parce que ce sont des choses tout à fait quotidiennes, hein, de la politique mondiale. De toute façon, à partir du moment où vous avez quelque part un soulèvement, un coup d'État, une révolution, les grands acteurs géopolitiques du moment vont toujours avoir leur nez dedans d'une manière ou d'une autre, au moins simplement pour être au courant avant les autres, pour suivre les événements. C'est à ça que servent les services secrets, dont sont dotés la plupart des grandes puissances et même des puissances moyennes. Et donc leur présence est absolument inévitable. Et très souvent aussi leur action, leur influence. Pour autant, je tire, disons, de ce que je connais de l'histoire, la leçon suivante. Dans la plupart des cas, ces interventions extérieures euh, peuvent, si vous voulez, fournir l'étincelle, peuvent donner une pichenette dans le sens opportun au dernier moment, qui est importante dans le moment, qui peut par exemple expliquer bêtement pourquoi un régime s'effondre aujourd'hui au lieu de tenir encore 6 mois. Mais la dynamique elle-même, et à mon avis c'est ça qu'il est important de comprendre, ces interventions extérieures, la plupart du temps, ne l'influencent pas. Et du coup, en fait, moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est pas du tout
le, les motivations affichées ou cachées qu'a pu avoir l'individu Prigojine, ni d'ailleurs, à vrai dire, vraiment son destin à lui, qui peut encore devenir intéressant. J'ai vu des gens prédire qu'il allait devenir une sorte de dictateur militaire, euh, tenant secrètement Poutine, euh, réduit à l'état de monarque symbolique, que sais-je. Ça n'a pas l'air très très compatible avec les bruits les plus récents selon lesquels il irait se réfugier en Biélorussie, donc jouissant d'une garantie d'Alexandre Loukachenko. Ça me semble, à vrai dire, beaucoup plus crédible comme histoire, compte tenu du crédit qui est celui d'Alexandre Loukachenko dans le monde slave post-soviétique, qui est très généralement ignoré aujourd'hui de l'opinion francophone, qui s'imagine que Vladimir Poutine a toujours été l'espèce de dieu vivant qu'il est aujourd'hui, alors qu'il y a encore 20 ans, finalement, la plupart des Slaves orientaux connaissaient à peine son nom. Le dieu vivant, c'était Alexandre Loukachenko. Non, moi, ce qui va plutôt m'intéresser, c'est dans la façon dont Evgeny Prigojine a exprimé sa rébellion, sa provocation, dans les accusations qu'il a adressées au Kremlin, en fait, à Vladimir Poutine sans jamais le nommer. Euh, je mettrai en lien une vidéo dans laquelle j'explique d'ailleurs ce vieux tropisme historique russe consistant à ne jamais accuser le tsar de rien. Les coupables, ce sont toujours les mauvais conseillers. Donc, moi, je suis avant tout, je suis un interprète, un herméneute confronté à un discours, le discours de Prigogine. Et je vais d'abord le confronter à d'autres discours qui ne sont généralement pas très accessibles vus de France, euh, qui ne sont généralement pas traduits. Alors au courrier des stratèges, on en a quand même traduit quelques bouts. Je pense en réalité, concrètement, je pense aux publications récentes du commandant Igor Strelkov et de son club des patriotes en colère, qui avait émis une sorte de manifeste protestataire il y a maintenant presque 2 mois, je crois. Je mettrai ça en lien, évidemment, dont des extraits avaient été, par mes soins, traduits dans le courrier des stratèges. Alors, ce qui est très très intéressant, c'est que, alors précisons tout de suite que, entre-temps, le commandant Igor Strelkov, euh, donc figure historique de la résistance russe au Donbass, du printemps russe, s'est rangé dans le camp anti-Prigogine. Il a même eu des propos très très durs à l'encontre du traître Prigogine, à supposer, dit-il, qu'on puisse le considérer comme un traître, étant donné qu'il n'est pas russe. Là, évidemment, c'est une considération ethnique. Donc, inutile de vous dire que Prigogine et Strelkov ne sont pas amis, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, Aujourd'hui, ils sont dans 2 camps qui pourraient même devenir des camps opératifs, hein, des camps sur le champ de bataille opposés, et que néanmoins, ce qui est très très intéressant, c'est que aussi bien dans cette publication vieille déjà d'un mois et demi au moins, que dans ses déclarations les plus récentes, donc réagissant déjà à la provocation de Prigogine, Strelkov, euh, que ce soit sous sa plume ou que ce soit présenté comme comme le discours collectif du club des patriotes en colère, etc., c'est pas très important. Toujours est-il que ces deux discours se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Alors précisons que généralement, quand il est question des accusations, des provocations de Prigogine, en français du moins, on a tendance à faire un peu de réductionnisme, même par rapport au discours déjà lui-même réductionniste de Prigogine. C'est-à-dire Prigogine, qui n'est probablement pas très intelligent et qui est plutôt un démagogue, euh, a déjà tendance à formuler ses critiques dans le sens qui va ensuite être celui des simplifications médiatiques, notamment en Occident. C'est-à-dire que la dimension politique, qui est déjà un peu trouble dans son discours,
dans ce qu'on va en traduire, dans ce qu'on va en résumer, par exemple en français, généralement, ça se réduit très vite à une sorte de critique, je dirais, managériale. C'est-à-dire que, bon, bah, en gros, Shoigu et Gerasimov sont de mauvais officiers et que donc il faudrait les remplacer, si possible après les avoir pendus, bon, un, un truc comme ça. Et ce qu'on va éventuellement mentionner, mais là c'est déjà du luxe, ce sont des accusations de corruption accompagnant et expliquant finalement ce soupçon d'incompétence. Les accusations de corruption étant au demeurant omniprésentes dans la vie politique des pays post-communistes, que ce soit en ex-Union soviétique ou même dans les États post-communistes aujourd'hui intégrés à l'Union européenne et sur le territoire desquels j'ai passé le plus clair de ma vie adulte. Non, en réalité, ce qui est très intéressant et généralement pas reflété, pas traduit, c'est que ce soit Prigogine ou Strelkov, l'un comme l'autre, font clairement allusion au rôle tout à fait nocif, délétère, de l'oligarchie russe dans, disons, les ratés de la machine de guerre russe en Ukraine. Et là aussi, la première question qu'il faut se poser, la plus importante, ça n'est pas la question psychologique de savoir qui de Strelkov ou de Prigogine est réellement l'ennemi des oligarques ou qui d'entre eux éventuellement pourrait être une sorte d'opposition contrôlée, de faux ennemis payés par l'oligarchie pour neutraliser la véritable opposition, etc. Je ne dis pas que ça n'a aucune importance, mais c'est un détail. Ce qui compte, c'est que les deux discours sont très très semblables, ce qui indique quoi? Ce qui indique simplement que pour avoir une efficace, pour être entendu aujourd'hui de l'opinion russe, et notamment de la partie de l'opinion russe qui dispose du potentiel contestataire le plus élevé, c'est-à-dire en réalité des nationalistes et des gens qui se trouvent à la droite de Vladimir Poutine, eh bien, il faut dénoncer le rôle délétère de l'oligarchie. Alors, c'est là certes une position un peu plus surprenante quand elle vient d'Evgeny Prigogine, qui personnellement, dans son parcours, sa carrière, vient lui-même de cette oligarchie, de ces cercles d'affaires philo-occidentaux de Saint-Pétersbourg, alors que c'est un discours finalement naturel dans la bouche euh, du militaire nationaliste, du patriote radical Strelkov. Et ça, encore une fois, ce sont des considérations subjectives. Donc, ce qui compte, ce n'est pas la subjectivité de l'individu Igor Strelkov, de l'individu Evgeny Prigogine, c'est celle des masses. Parce que vous vous rendez bien compte que même avec le prestige et puis la faconde, l'influence personnelle d'Evgeny Prigogine, s'il n'y avait pas un malaise fondamentalement culturel, politique dans la société et dans l'armée russe actuellement, un malaise lié à la perception du rôle de l'oligarchie dans cette société et entre autres dans son action militaire, eh bien la provocation de Prigogine probablement n'aurait jamais eu lieu, ou s'il avait été assez fou pour la tenter, eh bien tout simplement il aurait été discrètement éliminé probablement par ses propres hommes, euh, il aurait eu un accident d'hélicoptère, hein, comme ça arrive si fréquemment ces jours-ci, aussi bien en Ukraine qu'en Russie, ou un de ces accidents gravitationnels hein, dus à la hauteur excessive des immeubles quand les gens se jettent d'une fenêtre. Euh, on ne serait pas actuellement en train de parler du soulèvement de Prigogine. Et s'il y a soulèvement, c'est parce qu'il y a quand même au moins une bonne partie, au moins une moitié des effectifs de Wagner qui ont été prêts en se rendant bien compte, notamment à partir du discours d'hier matin de Poutine, se rendant bien compte qu'ils étaient en train de s'engager dans une mutinerie et qu'à un moment il y aurait un point de non-retour et probablement des combats, des affrontements avec des unités d'élite du camp loyaliste. Donc, tous ces hommes, exactement comme ils avaient accepté de risquer leur vie
pour Prigojine, sous les ordres de Prigojine à Bakhmout, ont implicitement, potentiellement accepté de le faire à Rostov-sur-le-Don, à Voronezh. Euh, Certains ont pu le faire par opportunisme, en se disant, bon, bah, ça va être nous les darons, on va être la prochaine équipe dirigeante de ce pays, c'est possible. Mais à ce moment-là, eux-mêmes ont aussi dû se poser implicitement la question dans des termes politiques, c'est-à-dire est-ce que cette révolution peut réussir? Et s'ils ont répondu à cette question par oui, eh bien c'est a priori parce que, sans avoir forcément explicité tout ça de manière très conceptuelle, euh, mais ils partent du principe que cette société russe à laquelle s'adresse Prigojine dans ses déclarations, tout comme Strelkov dans les siennes, eh bien est réceptive à ce type de discours, c'est-à-dire qu'il y a un problème oligarchique et que ce problème doit trouver d'une manière ou d'une autre une solution. Et du coup, la première leçon qu'il faut, à mon avis, tirer de ces événements, il y en aura encore au moins deux que je compte vous livrer dans deux autres capsules. Mais la première leçon, c'est qu'il est maintenant grand temps de se débarrasser de ce mythe poutinolâtre euh, qui a encore cours, qui s'est imposé au cours des 10 dernières années, mais qui est profondément faux. Selon lesquels, donc ce mythe qui dit que, en arrivant au pouvoir au début des années 2000 en Russie, Vladimir Poutine aurait soit carrément fait disparaître l'oligarchie. Alors là, on est vraiment dans la négation du réel, hein, et surtout au cours des 18 derniers mois. Hein. Je rappelle que depuis le début de l'opération spéciale, le nombre de milliardaires russes qui était de 88 avant l'opération est passé à 114, euh, qui affirme au moins que sans faire disparaître l'oligarchie, Vladimir Poutine aurait, entre guillemets, c'est souvent l'expression utilisée en français, mis au pas cette oligarchie. Alors, simplement, qu'est-ce que ça veut dire mis au pas? Euh, Est-ce que d'une certaine manière, Macron a pas mis au pas l'oligarchie française? Il est bien clair qu'il a un deal avec Bernard Arnault, que finalement les hostilités avec Bolloré sont aussi assez civilisées, assez contrôlées. Hein. Donc, d'une certaine manière, on pourrait aussi dire que Emmanuel Macron a mis au pas l'oligarchie française. Ce serait pas, techniquement, je pense que ce serait pas à 100% faux, hein, dans la mesure où il y a un modus vivendi, effectivement. Aucun des oligarques de la place parisienne à l'heure actuelle ne me semble vouloir à tout prix faire tomber le régime d'Emmanuel Macron. Bon, ben, je pense que la situation en Russie à partir du début des années 2000 et jusqu'à au moins hier était exactement la même. Hein. Donc il faut bien s'entendre sur ce que les mots veulent dire, sur ce qu'on veut dire quand on dit que Vladimir Poutine a mis au pas l'oligarchie, c'est-à-dire qu'il s'est hissé à son sommet, pas forcément en termes de patrimoine, d'ailleurs moi ça m'intéresse pas tellement de savoir combien il a de villas ou de lingots d'or, voilà, mais en tout cas en termes de pouvoir, mais que pour autant, il n'a absolument pas fait disparaître. Et que la Russie d'aujourd'hui, d'hier, la Russie du 25 juin 2023, reste un régime aussi oligarchique, sinon plus, que celui de la fin des années Yeltsin, hein, que celui de ces funestes années 1990. Voilà donc, dans la perspective d'une analyse dépassionnée et à long terme, la première des conclusions à tirer, à mon sens, de ces journées russes de la fin juin 2023. Circuler, il n'y a rien à voir.